bonsoir à tous et à toutes. Cette session est la dernière en fait de la saison. C'est la dernière conférence donc du cercle géopolitique de l'Université Paris-Dauphine. Bien sûr, nous recommencerons l'année prochaine à partir du mois de septembre. Ce n'est pas la dernière manifestation quand même du cercle, au sens où le 12 avril prochain, nous aurons une table ronde, alors co-organisée par le cercle géopolitique et par la chaire Intelligence économique. Ce type de manifestation, on l'a fait plusieurs fois. Il s'agit donc d'une table ronde. Déjà, il n'y a pas qu'un conférencier, mais plusieurs invités qui dialoguent entre eux avec des temps de parole plus courts, donc c'est un autre format. Et en l'occurrence, il s'agira de traiter de la Chine. La table ronde s'intitule précisément, excusez-moi, la Chine aujourd'hui, turbulence passagère ou crise profonde. Et donc, figureront à cette table ronde 4 personnes, au moins d'ailleurs, parce que j'ai peut-être un 5e invité qui viendra, mais il ne m'a pas encore répondu. Donc, le professeur Hugues Tertrais de Paris 1, qui est spécialiste donc des problèmes d'Asie en général et qui traitera plutôt les aspects de société, de politique, si vous voulez. Le professeur Michel Nazet, qui lui traitera de la macroéconomie, des problèmes économiques actuels, la fuite des capitaux, la chute du yuan, les structures fragiles industrielles, la politique monétaire un peu incertaine. Et puis, nous aurons 2 personnalités qui sont plus représentatives du milieu d'entreprise. D'une part, Madame Candice Tran Dai, qui est vice-présidente de l'Asia Center, du Centre Asia, je devrais plutôt dire, puisque c'est le titre exact, et qui connaît bien le problème des entreprises en général occidentales et de leur implantation en Chine, qui fera la transition, si vous voulez, macroéconomie et entreprise. Et puis, on aura un représentant de PSA, M. Benoît Delay, qui est directeur du bureau de partenariat stratégique PSA Dongfeng. Donc, on aura quelqu'un qui connaît bien la Chine et qui pourra nous parler de sa perception d'une alliance, d'un grand groupe, d'une firme multinationale avec un très grand groupe chinois également. Voilà donc pour le 12 avril. Alors, ça aura lieu le mardi 12 avril, et ça sera bien sûr en Raymond Aron au 2e étage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Gérard Vespierre, qui est donc associé fondateur de la société Stratégique Conseil et qui est membre associé de la Fondation pour l'étude du Moyen-Orient, la FEMO, que j'ai le plaisir d'accueillir à travers plusieurs personnalités qui se trouvent là devant moi. Voilà. Alors, Gérard Vespierre, je vous cède avec plaisir la parole. Le titre est un peu provocateur, mais j'espère pas trop prémonitoire. Syrie, Irak, une guerre mondiale du 3e type. Alors nous allons voir si vous pensez qu'on y est déjà ou qu'on y va, et si cette guerre mondiale du 3e type est aussi terrible et destructrice que les 2 premières, alors là, on ne va pas avoir le moral à la fin. Voilà, je vous passe la parole. Alors la complétude du titre introduit un point d'interrogation qui donne déjà une certaine distance par rapport à une potentielle affirmation. Effectivement, ce moment que nous allons passer ensemble, on va parcourir le processus qui a abouti à cette situation absolument exceptionnelle de voir dans cette zone du Moyen-Orient et du Proche-Orient autant de pays impliqués, autant de forces militaires, autant de destruction. Alors, puisqu'il s'agit d'un sujet géopolitique, il est de bon ton et de bon goût de commencer par la géo avant d'enclencher sur le plan politique. Donc les 2 pays centraux qui nous concernent ce soir, l'Irak et la Syrie, vous voyez sur cette carte, donc ont une proximité effectivement avec une frontière commune et des populations qui sont pas de même ordre, mais pas très très éloignées. Il y a à peu près une vingtaine de millions de Syriens avant le début des événements et une trentaine, 33-35 millions d'Irakiens.
Donc nous sommes dans des populations moyennes, avec donc à peu près 900 km de frontières communes, donc une grande porosité, puisqu'il n'y a pas de relief significatif. Et autour donc de ces deux pays sur lesquels nous allons concentrer notre attention ce soir, vous avez donc trois autres univers qui sont l'univers iranien, l'univers turc et l'univers saoudien. Donc l'univers, le pays des mollahs, l'Iran, compte à peu près 79 millions d'habitants et avec la Turquie également de même population. Alors, une des caractéristiques intéressantes à noter, c'est que l'Iran a une longue frontière commune avec l'Irak, mais n'a absolument pas de frontière commune avec la Syrie. Ce qui veut dire que toute influence iranienne vers la Syrie doit se faire par voie soit aérienne, soit par voie terrestre, passant à ce moment-là par l'Irak. C'est un élément important puisque nous verrons tout à l'heure qu'il est question de la zone d'influence de l'Iran. Donc, troisième partenaire du conflit, l'Arabie Saoudite, donc autour aussi de 30 millions d'habitants, qui, elle, a également une grande frontière avec l'Irak, mais pas de frontière commune avec la Syrie. Donc, voilà les deux principales zones. Une zone donc directe de conflit Irak-Syrie, une zone de premier cercle, Turquie, Iran, Arabie Saoudite, et une zone de troisième cercle qu'il est nécessaire de mentionner, étant donné leur importance stratégique et politique, qui sont le Liban et Israël. Donc vous avez effectivement, étant donné la population libanaise, et on verra quelques-unes de ses caractéristiques au cours de l'exposé, et également la puissance géopolitique d'Israël, on voit que l'on est là dans la frontière commune israélo-syrienne par l'intermédiaire du Golan, dans une situation tout à fait importante sur le plan géopolitique. Donc, 2003, début des événements en Irak, puisque donc la coalition internationale décide sur le prétexte donc des armes de destruction massive, comme vous vous en souvenez, visibles ou invisibles, d'intervenir en Irak. Donc depuis lors, c'est-à-dire depuis 13 ans, soit par l'intermédiaire de forces armées extérieures, soit par l'intermédiaire d'un conflit de type guerre civile, l'Irak est en mouvement et en conflit depuis donc cette année 2003. Pour ce qui concerne donc la Syrie, les événements ont commencé, on va le voir dans quelques instants, en 2011. Cumulés, il y a plus de 300 000 morts dans l'ensemble des conflits concernant ces deux pays. Et il va sans dire qu'il y a aussi un nombre impressionnant de personnes déplacées, donc plus de 2 millions de Syriens et d'autres membres donc du Kurdistan et habitants du Kurdistan et aussi de l'Irak, donc qui ont été amenés à quitter momentanément leur pays. Donc comment est-on arrivé à ce désastre? Il y a comme une vision d'une situation volcanique, c'est-à-dire qu'il y a trois plaques tectoniques qui se sont rencontrées. Une plaque tectonique énorme qui a ses racines dans le passé, on le verra, d'origine donc politique, en Syrie, et cette plaque tectonique a été percutée par deux autres plaques. Une plaque de type religieux, conflit religieux potentiel, et troisième plaque, le printemps arabe qui est venu percuter cette situation syrienne. Donc la Syrie, qui était donc le déclencheur de l'élargissement du conflit, a en son sein
porteur, cette situation donc volcanique liée à une situation historique, politique, et deuxièmement donc une caractéristique religieuse, troisièmement l'impact du printemps arabe. Alors, en ce qui concerne la plaque tectonique historique, effectivement, la situation syrienne de 2016, elle a des racines avant la Première Guerre mondiale. Car en Syrie, le régime a été dominé par un parti dont on a entendu souvent prononcer le nom, qui est le parti Baas. Or, l'origine du parti Baas, qui est finalement venu au pouvoir dans les années 60, remonte aux années 1930. Donc, cette approche Baas signifiant partie de la résurrection arabe et socialiste, donc on voit déjà poindre les éléments de l'idéologie, effectivement résurrection, puisque dans les années 30, qui ne sont pas si loin, on est sous la période du protectorat français en Syrie. Donc, le parti Baas, dans sa structure même, en tant que parti, est né juste après la guerre, en 1947. Mais les premiers penseurs, Michel Aflek, Bitar, et puis également Al-Arouzi, se sont rencontrés déjà en France, pour deux d'entre eux, au cours d'études à la Sorbonne. Donc il y avait cette maturation des idées effectivement socialistes, Front populaire, 1936. Là, voilà, ils sont en France et il y a ce cursus de cette fermentation qui crée le parti Baas quelques années plus tard, en 1947. Donc finalement, le parti Baas arrive au pouvoir en 1965 et après quelques conflits internes entre les deux factions, une faction marxiste et une faction plus nationaliste, la famille Assad, par le père, donc Hafez el-Assad, arrive au pouvoir, mais porté par ce parti Baas. Donc on a cette structure historique de cette fameuse plaque tectonique politique, comme je l'appelais tout à l'heure, qui est en place à partir de l'année 1970, où Hafez el-Assad arrive au pouvoir. Et qu'est-ce qui se passe en 1971 ? Comme le parti est porté par les valeurs dont on vient de parler, eh bien en 1971, il y a la signature d'un traité d'amitié, bien sûr, russo-syrien. Et ce traité d'amitié russo-syrien de 1971, vous voyez, donc il y a 35 ans, eh bien donne à l'Union soviétique, donc c'est pour ça, et on va parler tout à l'heure de ce tableau et de son évolution, donne à l'Union soviétique deux bases, ou en tout cas deux points d'appui militaires. L'Attaquié, ou autour de l'Attaquié pour une base aérienne, un support aérien, et puis Tartous pour des facilités navales. Donc ce que là, l'URSS, et effectivement, d'où cette idée et ce paramétrage de guerre froide, l'URSS qui n'avait pas réussi avec l'Égypte, souvenons-nous des subventions soviétiques pour la construction du barrage d'Assouan, souvenons-nous de l'inauguration du barrage d'Assouan par Nikita Khrouchtchev, mais en termes géopolitiques, Nasser n'a pas donné de facilité à l'Union soviétique. Par contre, quelques années plus tard, donc 1971, l'Union soviétique, dans sa poussée vers le sud, donc sa recherche d'accès aux mers chaudes depuis la mer Noire, et effectivement, on se souvient il y a quelques mois de ce conflit autour de la Crimée, toujours l'accès vers le sud. Donc là, cette fois-ci, elle accède à un contrôle militaire et à des points d'appui militaires en Syrie. Donc, nous avons là un point d'accès et un point de fixation historique important de cette plaque tectonique politique. Et autour donc de cette réalisation politique, eh bien, s'est institué effectivement un système qui dupliquait en quelque sorte le pouvoir soviétique, à savoir un parti unique
un contrôle des populations avec des responsables de quartier, des services de sécurité très très en alerte et très très nombreux, et également des services secrets très puissants, omniprésents. Donc là, on a un modèle soviétique qui est parfaitement dupliqué dans la Syrie, et en quelque sorte, la Syrie est le dernier bastion de la guerre froide. Il y a eu la famille Assad, donc Hafez el-Assad, général d'aviation, qui avant d'être général a été colonel, avant d'être colonel a été pilote formé à Moscou dans les années 50. Vous voyez, donc tout concourt à cette solidification, à cette glaciation, si je puis dire, de la plaque syrienne politique en faveur d'une relation forte avec l'Union soviétique d'alors, avec la Russie de maintenant. Donc, et il y a eu transmission de pouvoir à la mort donc d'Hafez à son fils Bachar en 2000. Donc, vous voyez, les choses se sont faites dans la continuité, et le régime est resté donc intact en étant, à part Cuba. Et on voit l'évolution de Cuba depuis quelques mois, et quelques années et quelques mois. Bien, à part Cuba maintenant qui vient effectivement à s'ouvrir au monde, la Syrie est restée la plaque représentative et alliée privilégiée géopolitique stratégique de l'Union soviétique tirée d'Union Russie. Donc, on va parcourir ensemble cet étrange tableau, et en quelque sorte, vous allez être ce soir les participants à une première mondiale, car c'est une présentation d'un plan sous une forme matricielle. Alors, vous voyez effectivement une colonne qui est la Syrie, et puis deux paramètres, donc le paramètre Russie-Union soviétique et le paramètre guerre froide dont on vient de parler. Et au cours de l'exposé, au cours de la présentation, eh bien, ce tableau va s'enrichir à la fois en colonnes de pays qui vont interférer dans la crise régionale, et de paramètres qui sous-tendent cette crise. Donc, voilà le premier ajout à ce tableau, donc un ajout en ligne, un paramètre qui est le paramètre religieux. C'est ce que nous expliquions tout à l'heure, à savoir une plaque tectonique politique qui figeait la situation en Syrie. Deuxièmement, un aspect religieux très important, puisque est déséquilibré et déséquilibrant, puisque 75% de la population syrienne est sunnite, mais le pouvoir politique est aux mains des Alaouites. Alaouites, excroissance, si je puis dire, liaison avec l'islam chiite par des ruptures au niveau du IXe siècle. Bon. Donc, il y a là une minorité, donc 15% maximum de la population syrienne, qui est majoritairement au parti basse, et qui donc détient le pouvoir. Donc la minorité, 12 à 15% de la population, détient le pouvoir, alors que la majorité sunnite n'y participe pas. Donc, fracture. Et pour compléter donc l'image de cette situation religieuse, comme nous le savons, autour de 8-10% de chrétiens et de religion très proche du catholicisme. Donc cette dichotomie entre le pouvoir politique et le pouvoir ou la puissance religieuse est cette deuxième plaque qui vient percuter la plaque politique. Troisième paramètre, donc apparaît en rouge à chaque fois le nouveau paramètre, et celui donc des sunnites alaouites qui était en rouge tout à l'heure, donc on revient dans une couleur normale pour attirer l'attention sur le paramètre nouveau. Donc vous me direz après, si, à la fin de la présentation, ce que vous pensez de cette présentation de première mondiale, si ça vous convient ou pas du tout. Et effectivement, cette situation très, très stable, donc d'un pouvoir figé politiquement par le parti basse, d'un pouvoir en déséquilibre dans la répartition religieuse, vient être percuté par le printemps arabe.
Nous sommes en décembre 2010, dans une petite ville qui s'appelle Sidi Bouzid. Personne ne connaît Sidi Bouzid, à quelques centaines de kilomètres au sud de Tunis. Et là, il y a un garçon qui s'appelle Bouazizi, Tarek Mouazizi, qui après, on lui donnera le nom de Mohamed, s'immole par le feu. 17 décembre 2010. C'est le début du printemps arabe. Un homme inconnu, jeune, 20 ans, va décéder de ses blessures quelques jours après. Mais ce qui est stupéfiant, c'est que 3 semaines après cette immolation, le président Ben Ali est chassé du pouvoir. 3 semaines. Nous connaissons la théorie du battement de l'aile de papillon qui crée quelques centaines ou milliers de kilomètres plus loin des tornades. Mais cette fois-ci, c'est en 3 semaines. À titre de comparaison, je pense que personne ne se souvient du nom ou de l'année de la première immolation par le feu au Vietnam d'un moine bouddhiste. Je dois reconsulter mes notes parce que mon vietnamien n'est pas courant. Donc, Thich Quang Duc, 66 ans, 1963. Mais de cette première immolation par le feu au Vietnam, il faudra 9 ans pour que la paix soit établie au Vietnam. 9 ans. Cette fois-ci, en 3 semaines, Ben Ali quitte le pouvoir. Et donc, le battement de l'aile de papillon va se répercuter de façon très très rapide, puisque Ben Ali quitte le pouvoir le 24 janvier, et dès le 21 janvier, c'est-à-dire une semaine après, les premières manifestations ont lieu en Égypte. 21 janvier, 11 février, même pas 3 semaines, Moubarak quitte le pouvoir. Un pays de 80 millions d'habitants voit son président chassé en 3 semaines. Et donc, de la Tunisie à l'Égypte, il nous manque au milieu la Libye. Eh bien, la Libye, c'est pareil. Première manifestation, 15 février. Intervention internationale au mois de mars. Kadhafi est tué au mois d'octobre. Et donc, là, bien sûr, les choses ont été un peu plus compliquées. Mais en 6 mois, le gouvernement, la situation libyenne est touchée. Et ce qui s'est passé dans ces 3 pays, eh bien, a commencé aussi à agir au cours de l'année 2011 en Syrie. Puisque les premiers appels aux manifestations datent du 4 mars. Et à partir du 15 mars, les premiers manifestants sont dans la rue. Donc, voyez-vous, Mohamed Bouazizi s'immole par le feu le 17 décembre 2010 et le 15 mars, donc à peine 3 mois plus tard, les premiers manifestants sont dans la rue à Damas. Donc la plaque tectonique du printemps arabe vient percuter la situation syrienne de plein fouet. Donc, après ces premières manifestations de rue, eh bien effectivement, le pouvoir va avoir à faire face à des créations de groupes rebelles dans l'ensemble du pays. Et le premier, le plus important dès le départ, a été l'armée syrienne libre, mais donc constituée d'anciens éléments de l'armée et d'opposants politiques, mais qui se sont, avec le temps, fait éliminer ou fortement diminuer par les autres factions de type aussi contestataire, mais cette fois-ci djihadiste. Donc nous connaissons le front al-Nusra, nous connaissons un peu moins Ahrar al-Sham, donc tous ces groupes qui ont effectivement pris les armes contre le régime de Bachar el-Assad. Donc là, nous avons en majorité des sunnites
qui appartiennent à la majorité de la population, qui se lèvent contre le pouvoir central alawite. Et le pouvoir central alawite va très très bien jouer le jeu. Il va effectivement faciliter la création de ces groupes rebelles dissidents, qui vont finalement avoir à se tuer les uns les autres. Et donc là, il y a un maniement très très habile des groupes d'opposition pour pouvoir effectivement garder la main en divisant les positions des factions ennemies. Et à la limite, Daesh, qui n'a pas été constitué à l'instigation du pouvoir syrien, puisque le mouvement est parti d'Irak, mais Daesh, en étant à son extrémité encore plus radicale et plus destructeur, d'un point de vue d'échiquier politique, remet le pouvoir syrien beaucoup plus respectable, puisque l'atrocité qui était avant les barils que l'on larguait d'hélicoptères sur la population civile syrienne, eh bien maintenant c'est Daesh qui commet les atrocités. Donc le pouvoir qui larguait les barils, on l'oublie, mais on a Daesh en première ligne. Donc il y a un jeu très subtil de glissement et de positionnement politique entre les différentes factions. Donc paramètre suivant, à partir du moment où effectivement un pouvoir alawite, un pays qui a soutenu l'Iran un pays arabe qui a soutenu l'Iran pendant la guerre Irak-Iran des années 1980-88 est en danger. Donc l'Iran est dans l'obligation de bouger. Et on va prendre quelques instants pour parler de la situation iranienne qui a été abordée lors d'une conférence antérieure, mais sur des aspects beaucoup plus économiques il y a quelques semaines. Et je pense qu'il faut que nous, là, à nouveau, nous refassions un petit peu un chemin dans l'histoire. Le pouvoir des mollahs est né en 1979, février 79. Des mollahs, c'est-à-dire des religieux. Tout le monde connaît le nom de l'ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini qui, dans les années 70, a publié un ouvrage, La gouvernance islamique. Quand un pays connaît une révolution, il est toujours très intéressant de regarder les ouvrages de l'auteur ou du chef de cette révolution-là. Que ce soit Lénine, que ce soit Mao Tse-tung, que ce soit Hitler, il faut lire. La gouvernance islamique. Donc le choix est clair, il s'agit d'une théocratie qui prend le pouvoir. Pour la première fois dans l'univers contemporain, un pouvoir religieux chasse les princes impies. Je reprends des vocables de l'époque. Et qu'est-ce qui va se passer de façon pratiquement immédiate, quelques mois plus tard? Nous sommes en février 1979 à Téhéran. Qu'est-ce qui se passe au mois de novembre de la même année chez les sunnites à la Mecque? 400 wahhabites prennent d'assaut la mosquée de la Mecque. Les sunnites les plus extrémistes, les wahhabites saoudiens, ne peuvent accepter que des religieux de la minorité chiite fassent le travail que eux s'estiment avoir à faire, c'est-à-dire chasser aussi les princes impies du pouvoir. D'où cette révolte et cette prise de la mosquée de la Mecque en novembre 1979. Et c'était un événement que nous avons vécu de très près, puisque ce sont les gendarmes du GIGN qui sont intervenus. Pourquoi ? Au nom des relations franco-saoudiennes, oui, mais indirectement, parce que c'était la société Bouygues qui avait construit la mosquée. Donc la société Bouygues avait les plans. Et pour venir à bout d'une révolte dans une mosquée aussi conséquente, il faut avoir les plans. Donc les plans étaient dans l'avion qui accompagnait le GIGN. Ça s'est terminé par une centaine de décapitations. Mais là,
nous avons les premières apparitions du conflit chiite-sunnite. 79 est une année carrefour, car hormis le deuxième choc pétrolier qui depuis lors a perturbé l'Occident jusqu'à présent, il y a en décembre de l'année 79 un fait structurant. Un pays non religieux, athée, marxiste, l'Union soviétique, attaque l'Afghanistan, envahit l'Afghanistan. Que se passe-t-il alors? Le pouvoir saoudien dit à ses wahhabites, messieurs, au lieu d'essayer de renverser les princes dits impies, allez donc combattre les mécréants pour assister vos frères en Afghanistan. Nous avons là le dispositif de démarrage du djihad. Quand on vous dit que c'est l'invasion de l'Irak par les Américains, ou les États-Unis, pardon, ou la coalition internationale, qui a créé le djihad, regardons nos manuels d'histoire. C'est l'invasion de l'Afghanistan par l'armée rouge qui a lancé les sunnites sur la voie du djihad. Donc, cette petite parenthèse étant fermée, nous sommes en Iran dans une théocratie, avec un guide qui est un religieux. Ne nous laissons pas influencer par le président Rouhani. Le président Rouhani, le président, pour nous, c'est un processus démocratique élu, etc. Mais le président est un mollah, c'est un religieux. La deuxième chambre, à part le Majlis à Téhéran, l'Assemblée des experts, 80 religieux. L'autre assemblée, l'Assemblée des gardiens de la Constitution, 12 religieux. Donc le pouvoir est essentiellement religieux. Et avec une vision théocratique, on fait de la théopolitique. D'où la naissance de cet arc d'influence chiite de l'Iran, du chiisme en Irak, soutenir les cousins alaouites en Syrie pour avoir accès aux chiites libanais. Voyez-vous l'arc qui se prononce là. Et on peut même parler de grand arc si on prend cette fois-ci le chemin arrière de l'Iran vis-à-vis de l'Afghanistan, avec les Hazaras qui sont aussi chiites, et puis la présence des chiites au Pakistan. Donc là, on a un grand arc. Et l'ensemble de la politique étrangère de l'Iran va être organisé autour de cette volonté théopolitique de développer cette influence-là. Et tant et si bien que dans l'enceinte des Pasdaran, les fameux gardiens de la Révolution, est constituée la force Al-Quds. Que veut dire Al-Quds en arabe? Veut dire Jérusalem. Donc, il y a un message déjà par le nom. Mais si on regarde les écrits de Khomeini, Khomeini dit ou écrit qu'effectivement, cette force est destinée à répandre la jurisprudence de Dieu dans le monde. Donc, les forces Al-Quds vont être utilisées pour soutenir l'ensemble des majorités ou minorités chiites ou apparentées au chiisme dans l'ensemble du programme d'expansion du chiisme et du pouvoir théocratique iranien. Donc maintenant, autre élément fondamental de cette situation, Daesh. Comment est né Daesh? Daesh est né officiellement le 30 juin 2014, mais les racines sont plus anciennes. Elles sont appuyées, elles sont créées par l'invasion effectivement de la coalition internationale en Irak. Et donc, la mauvaise gouvernance, une fois que les États-Unis ont retiré leurs troupes de l'Irak, à ce moment-là, il y a une mainmise de la majorité chiite sur l'ensemble des leviers politiques. La minorité sunnite, qui est au nord, près de la frontière syrienne,
est mise de côté. Pas de portefeuille. Donc, la subtilité politique des extrémistes djihadistes qui allaient donner naissance à Daesh a été de s'appuyer sur ces tribus du nord de l'Irak, des tribus sunnites, de façon à pouvoir alimenter leur effectif guerrier, leur effectif militaire. Tout est parti de là. Et quand, effectivement, le 30 juin, al-Baghdadi a prononcé la création du califat, que même l'Iran a demandé aux États-Unis pourquoi n'auriez-vous pas faire quelques bombardements pour mettre fin à cette situation-là, même l'Iran a demandé. Eh bien, les États-Unis ont dit, nous voulons bien nous engager, d'une certaine façon, à la condition que le Premier ministre al-Maliki quitte le pouvoir. Les États-Unis ont mis cette condition. C'est-à-dire que cette politique aveugle, uniquement pro-chiite, puisse être modifiée. Et donc est arrivé au pouvoir le 11 août, 30 juin, 11 août, vous voyez les choses vont très vite, al-Abadi, nouveau Premier ministre. Et les États-Unis étant tellement sûrs de la décision des Irakiens, ont commencé à bombarder l'Irak, les positions de Daesh, le 8 août. Donc 3 jours avant le changement de Premier ministre. Donc cette création de l'État donc islamique en Irak et au Levant, avec la prise de Mossoul, va être un choc et va donc amener les Kurdes à être en première ligne, parce que Mossoul, c'est tout à fait à la limite de la zone kurde d'Irak. Donc le prochain élément effectivement qui apparaît va être la rivalité entre les Kurdes et les troupes de Daesh. Et vous voyez sur cette carte donc l'étendue, comme on l'évoquait tout à l'heure, la partie il y a une mise au point qui n'est pas exceptionnelle. Bon, la partie nord de l'Irak, donc ici, avec Mossoul là, donc vous voyez la perméabilité effectivement entre les deux pays, puisque la frontière syro-irakienne est représentée ici. Donc les territoires kurdes étant tout en vert autour de la zone de Daesh. Donc les Kurdes vont arriver en première ligne, puisque ce sont les Peshmerga, les seules forces organisées qui vont effectivement pouvoir absorber et freiner les troupes de Daesh, aussi bien donc sur la partie Irak que sur la partie syrienne. Souvenons-nous, au mois de janvier, il y a un peu plus d'1 an, de la bataille de Kobané. Qui était à Kobané? Les Kurdes. Bon. Donc les Kurdes sont effectivement essentiels dans ce combat premièrement du maintien de Daesh et deuxièmement de la reprise de territoire. Et nul doute qu'ils seront essentiels dans la bataille de Mossoul qui pourrait intervenir avant la fin de cette année. Et il y aura beaucoup de difficultés dans cette reprise-là, et il faudra être très très malin sur le plan tactique militaire. Donc qui dit kurde dit effectivement là aussi répartition de la population kurde. Alors quand on parle de la création d'un Kurdistan, vous voyez que la géographie dicte un peu l'histoire, parce que qu'est-ce que nous voyons sur cette carte? C'est avant tout autour d'un noyau effectivement central, mais une très grande dispersion de la population kurde. Donc dans cette situation géographique, il est pratiquement impossible politiquement et historiquement de créer un pays, parce que vous avez un émiettement des ressortissants. Et donc au-delà de ça, l'ensemble des Kurdes sont répartis sur essentiellement 4 pays. Donc la première population kurde est en Turquie. Vous avez à peu près 15 millions de Kurdes en Turquie sur
les 80 millions de Turcs. Donc, oui, on est dans les pas loin des 20% de la population. À ce moment-là, on comprend très très bien l'épiderme turc sur la question kurde. Il en va de leur existence. Deuxièmement, il y a donc, après ces 15 millions en Turquie, 7 millions à peu près à égalité entre l'Iran et l'Irak. Et finalement, 2,5 millions à 3 millions de Kurdes en Syrie. Donc, comme on vient de le dire, à partir du moment où les Kurdes sont de la partie, notre matrice continue à se remplir, la Turquie est dans l'obligation d'intervenir. Et elle intervient de façon bizarre. Si vous lisez de temps en temps la Tribune, vous avez pu voir au mois de septembre un article signé par Gérard Vespierre, le triple langage de M. Erdogan. Donc, la duplicité kurde est de mise. Tout ennemi kurde est un ami turc, ou un ami de la Turquie. Donc là, on voit ce jeu très difficile de la Turquie, d'autant plus que la Turquie est profondément anti-bassiste, puisque en Turquie, nous avons un régime islamo-conservateur, et non pas un régime laïque, comme donc assis sur le parti basse, comme il est le cas en Syrie. Donc on a cette antinomie déjà politique entre la Turquie et la Syrie, et donc vient se greffer sur cette difficulté la situation kurde. Donc, nous continuons la complexification, mais aussi la rationalisation grâce à ce tableau de la situation, avec l'intervention effectivement de la coalition occidentale autour des USA. Donc on a dit quelques mots tout à l'heure, à savoir que les États-Unis étaient intervenus, mais à condition, étaient intervenus simultanément dans les deux pays, à savoir l'Irak et la Syrie. À ce jour, les États-Unis et la coalition, donc les pays occidentaux, la France, le Canada, oui, le Canada participe, l'Australie, oui, l'Australie participe, le Danemark, la Belgique. Donc on est vraiment dans une coalition. Il y a eu 11 000 interventions de frappes aériennes sur les deux pays, Syrie, Irak, depuis le 8 août 2014. Depuis donc 1 an et demi, ce nombre de frappes aériennes. Alors c'est intéressant, pardonnez-moi pour l'adjectif, mais c'est l'observateur qui parle, c'est de voir la répartition entre les interventions sur le territoire irakien et les interventions sur le territoire syrien. Donc les 2 tiers des frappes sont sur le territoire irakien, 1 tiers sur la Syrie. Il est bien évident que l'ossature autour de Mossoul est clé dans l'évolution du conflit. Donc, les États-Unis sont fidèles à leur nouvelle doctrine stratégique, no boots on the ground, c'est-à-dire on n'envoie pas massivement les GIs. Actuellement, en Irak, il y a à peu près autour de 3000 conseillers et formateurs pour appuyer l'armée irakienne et autour de 200 membres des forces spéciales. Et probablement aussi en Syrie, de façon à pouvoir appuyer les frappes aériennes par les directions laser. Donc on est dans une situation donc de containment, comme on dit, on le disait pendant la guerre froide, et aussi de reprise progressive du territoire syrien et irakien contre Daesh. Alors, le Yémen. Pourquoi ce saut géographique? Quelle est la raison? Le Yémen est loin de notre cœur de ce soir, de la Syrie et de l'Irak. Le Yémen a été touché par le printemps arabe. Le président Saleh, qui était donc au pouvoir, soit en tant que président ou vice-président depuis 1990,
a été remercié en 2012. Et depuis lors, il y a eu une situation relativement stable. Il faut savoir que un souci de micro complémentaire. On va le remettre. Donc, effectivement, le président Saleh venait du nord du Yémen. Et on retrouve, et on va en parler un peu plus tard, dans cette dichotomie des pays qui ont été frappés bouleversés par le printemps arabe, des éléments qui peuvent être communs et qui peuvent donner un sens à l'analyse de cette situation. Donc, en 2012, nouveau président, donc les fameux Houthis qui portent le nom d'une famille Al-Houthi, parce que donc c'était les frères Al-Houthi qui étaient à la tête de ce mouvement, reprennent les armes contre le pouvoir central qui avait 2 ans d'existence le 9 juillet 2014. 9 juillet 2014. Qu'est-ce qui s'est passé le 30 juin 2014? La naissance de Daesh. 9 jours plus tard, les chiites, les Houthis, prennent les armes sur le flanc sud de l'Arabie Saoudite. Fondamentalement, Daesh, dans sa vision politique et stratégique, lutte contre l'influence chiite. Ils sont en bagarre contre les sunnites irakiens. Contre les chiites irakiens. Donc, la création de Daesh comme mouvement anti-chiite était un axe important pour l'Iran. De voir que finalement, un califat à vocation anti-chiite était sur les fonds baptismaux, si j'ose dire. Donc, l'hypothèse est peut-être osée, en tout cas elle est personnelle, mais j'aime bien le hasard quand il a 9 jours d'écart. Effectivement, le 9 juillet 2014, les Houthis commencent à prendre les armes et à se soulever contre le pouvoir en place, ce qui amène en 2015 l'Arabie Saoudite à intervenir dans le cadre d'une coalition. Ce qui veut dire que l'Arabie Saoudite, dans une période de prix bas de pétrole, est amenée à soutenir un certain nombre de ses partisans dans le conflit Syrie-Irak et à soutenir aussi sur son flanc sud une partie, donc le régime en place de Rabo Mansour Hadi, qui a trouvé refuge en Arabie Saoudite. Donc là, on a effectivement une situation de type géopolitique qui est particulièrement intéressante. Daesh naît, panique, on fait intervenir sur le flanc sud de l'Arabie Saoudite les Houthis pour déstabiliser le Yémen. C'est une carte. Et ce qui est intéressant de noter, on pourra en parler rapidement tout à l'heure, c'est que maintenant que les négociations commencent sur la Syrie, au mois de février, les négociations au Yémen vont commencer au mois d'avril. Là, il n'y a pas 9 jours, il y a 2 mois. Mais bon, tout est assez bien cadencé. Alors, quelques mots justement sur les conséquences du printemps arabe. Il y a 5 pays qui ont été touchés. J'avais dit que je ferais une petite intervention à ce sujet-là. La Tunisie, la Libye, l'Égypte, la Syrie, le Yémen, dans leur structure d'État. Sur ces 5 pays, 2 ont finalement sorti leur épingle du jeu, si je puis dire. La Tunisie qui a retrouvé une structure d'État et l'Égypte qui a retrouvé une structure d'État. 3 autres pays, la Libye, la Syrie et le Yémen, donc ont poursuivi un état de guerre. Et ce qui, à mon sens, serait intéressant d'évaluer ou de souligner, c'est que dans le cas de la Tunisie et de l'Égypte, nous avons des pays relativement unitaires.
unitaire ethniquement, unitaire géographiquement, unitaire dans le pouvoir politique. Et donc, dans ces pays unitaires, le pouvoir a pu reprendre les choses en main. Mais dans des pays qui sont parcellisés, comme la Libye, Fezzan, Cyrénaïque, Tripolitaine. Donc on a 3 régions avec des tribus distinctes, avec des pouvoirs autonomes. On est dans une grande difficulté de retrouver effectivement un État central. Au niveau du Yémen, c'est la même chose. Des tribus, donc les Houthis, le reste du Yémen, une zone montagneuse, donc des difficultés et des différences de situation qui empêchent une situation unitaire de se créer. Et la même chose en Syrie, un pouvoir ultra fort, comme on l'a vu au début de l'intervention, et en plus donc des différences de religion, des différences de population kurdes et autres. Donc dans les pays qui sont parcellisés, le printemps arabe a créé effectivement le renversement des pouvoirs, mais n'a pas pu aller jusqu'à la remise en place de nouveaux pouvoirs. Dans des pays plus unitaires, eh bien, les choses se sont passées de façon plus positive. Donc, finalement, pour compléter cette matrice stratégique et de plan, l'Arabie Saoudite, effectivement, elle est présente depuis le début du conflit, donc c'est pas une intervention par ordre chronologique, mais c'est par ordre, je dirais, d'importance et en regroupant au sein des coalitions, car effectivement, l'Arabie Saoudite n'est pas seule. Elle intervient avec les États du Golfe, elle intervient avec la Jordanie. Les F-15 de la Royal Saoudian Air Force sont basés en Turquie pour bombarder la Syrie. Des choses qui sont quand même assez étonnantes. Bon. Donc il y a une coalition importante en place pour soutenir effectivement le long terme, à savoir bien potentiellement dans l'espérance saoudienne que la majorité sunnite syrienne un jour puisse accéder au pouvoir. Donc, pour terminer sur cette matrice, on avait vu au tout début URSS, effectivement, la Russie est intervenue dans ce conflit. Mais, comme on l'a vu, il a démarré au mois de mars 2011. Or, les premiers bombardements russes, 30 septembre 2015. Donc, c'est pas parce que les Russes ont réfléchi, c'est parce que le pouvoir de Bachar el-Assad s'est dégradé, replié. L'armée était dans une très grande difficulté et le pays était pratiquement réduit alawite, c'est-à-dire à la partie ouest, à la partie méditerranéenne de la Syrie. Et à partir du moment où le pouvoir politique central était en danger, à partir du moment où les bases russes, les supports, Tartous, Latakia, étaient sous la menace du feu des rebelles, à ce moment-là, la Russie a décidé de bouger, de rentrer en jeu. Seulement à ce moment-là. Donc, et dans le cadre aussi d'une coordination avec l'Iran. Donc, guerre mondiale de 3e type, pour l'interrogation, disait-on, il est quand même stupéfiant de constater que 4 puissances nucléaires prennent part à ce conflit. La Russie, puissance nucléaire, les États-Unis, 11 000 bombardements, puissance nucléaire, l'Angleterre, puissance nucléaire, la France, puissance nucléaire. Et, je dirais, sur le plan nucléaire, il ne se passe rien. D'où cette idée de dire, mais finalement, l'arme nucléaire, elle n'est pas la clé de la paix. À partir du moment où cette arme nucléaire n'est pas arme sur le champ de bataille, non pas arme de bataille, mais arme de théâtre, comme disent les militaires. 4 puissances nucléaires, les intérêts russes et les intérêts des États-Unis et des autres puissances comme la France et l'Angleterre sont à l'opposé. Mais voilà, on se respecte l'un l'autre. Les États-Unis ont fait l'expérience de cette situation-là
dans les années 1950, la guerre de Corée, les États-Unis, seule puissance nucléaire, n'ont pas pu empêcher la guerre de Corée. Pourquoi se sont-ils dit après? Parce que l'arme nucléaire n'était pas sur le théâtre. D'où les décisions ultérieures qui seront prises de effectivement couvrir l'Europe de façon à ce que les potentiels chars soviétiques ne puissent pas venir. Mais les armes nucléaires devaient être sur le théâtre. Et à contrario, on peut se dire que si l'Iran avait réussi à se doter de l'arme nucléaire, que serait le conflit actuel? Il ne serait pas, je pense, il n'aurait pas changé de genre, mais imaginons la puissance des mollahs, la puissance du pouvoir religieux théocratique iranien à la table de négociation avec une puissance nucléaire. Je crois que les pays concernés ont fait le bon choix en disant il faut absolument éviter cela. Autrement, on était dans une situation tout à fait déséquilibrante et qui emmenait en plus une course à l'armement nucléaire de l'Arabie saoudite et de l'Égypte. Donc il est important de voir cette situation-là, que des puissances nucléaires, finalement, peuvent intervenir dans un conflit, mais sans qu'il soit fait recours. Donc 10 pays occidentaux, de l'Australie au Canada, que j'avais déjà cité tout à l'heure, donc c'est quand même assez étonnant. On est vraiment dans un conflit mondial d'une ampleur qu'on n'avait pas vu depuis la dernière guerre mondiale, les 6 pays du Moyen-Orient. Donc on est dans cette situation de guerre mondiale d'un troisième type. Même des puissances nucléaires y participent, mais à partir du moment où les armes ne sont pas sur le théâtre, on peut effectivement continuer à intervenir. Alors, on s'approche des conclusions. Il est intéressant de regarder ce qui se passe dans les intérêts de chacun. Ce que les géostratèges appellent les buts de guerre. Quels sont les buts de guerre? Le but de guerre est l'articulation entre les militaires et le politique. Les militaires déployant les stratégies et les tactiques pour aller à la rencontre du but de guerre. Et la difficulté vient ou surgit quand le but de guerre évolue. Décision politique que les militaires ont toujours du mal à soutenir. Donc, quand on voit les différents buts des nations impliquées, la Russie, fondamentalement, et la date de son intervention le souligne, elle n'est pas intervenue en 2011, elle n'est pas intervenue en 2012, en 2013, elle a attendu le maximum. Donc ça veut bien dire que son intérêt stratégique, il est là, sur la province ouest, sur les bases, la présence en Méditerranée, comme le coup de force en Ukraine, enfin en Crimée, pardon. Voilà, où on était décidé de garder Sébastopol. Donc c'est important d'avoir cette vision des priorités de la Russie et de garder en Méditerranée et en Syrie une influence politique forte. Donc l'Iran, on l'a abondamment évoqué, donc c'est de maintenir cette minorité alaouite au pouvoir. Si cette minorité alaouite n'est plus au pouvoir, l'arc chiite est en danger. Et si l'arc chiite est en danger, l'Iran, dans son pouvoir intérieur, après avoir dit non à l'arme nucléaire, si elle se fait effectivement replier dans sa politique étrangère, en demandant en plus à la population d'énormes efforts économiques, on peut accepter des énormes efforts économiques si vous êtes vainqueur brillant à l'extérieur. Mais si vous essuyez des échecs, on va vers des très gros problèmes intérieurs. Donc, ce qui souligne aussi le découplage des intérêts entre les Russes et les Iraniens. Vous voyez, les buts de guerre pour la Syrie ne sont pas les mêmes. Et puis, si on regarde un peu au-dessus de la couverture, qu'est-ce qui se passe? La Russie est un exportateur mondial de gaz et de pétrole, avec des réserves colossales en gaz et en pétrole. L'Iran est le 4e réservoir de pétrole du monde et le 2e de gaz. Donc quand vous avez les mêmes armes
et que vous cherchez les mêmes clients, vous n'êtes pas forcément ami-ami, puisque vous voulez prendre les clients de l'autre. Donc, entre le court terme et le long terme, je crois qu'il y aura un écartement des relations russo-iraniennes. Donc, Arabie Saoudite, aboutir à un pouvoir à majorité sunnite, bien sûr, Riyad en rêve, puisque c'est ce qui a été fait en Irak. La majorité chiite est arrivée au pouvoir en Irak. Donc l'Arabie Saoudite dit « je veux que la majorité, qui cette fois-ci est sunnite, eh bien, soit au pouvoir politique ». Donc les États-Unis et la coalition, eux, veulent la fin de Daesh et le départ du tyran, si je puis dire. Et donc la Turquie, in fine, l'absence d'autonomie des Kurdes, parce que pour eux, effectivement, c'est 20% de leur population, donc c'est complètement inacceptable, et le départ de l'ennemi Bachar el-Assad. Alors ce qui est intéressant de noter, c'est cette diversité des buts de guerre. Si les coalitions en face, en présence, avaient chacune un but de guerre, on peut toujours estimer dans la théorie des jeux que, eh bien, effectivement, on va pouvoir atteindre le but qu'on s'est fixé, et vice-versa. Mais à partir du moment où vous avez une multiplicité des buts de guerre, qu'est-ce que cela veut dire systématiquement, ou plus exactement, systémiquement, le système en place? La diversité des buts de guerre signifie systémiquement que vous pouvez résoudre ce problème qu'autour de la table de négociation. Parce qu'il n'y a aucune coalition qui peut l'emporter, étant donné que les buts de guerre sont différents. Donc on est maintenant, après le point d'interrogation, dans une période de cessez-le-feu et de négociation. Donc, avant les ultimes conclusions, je voudrais attirer votre attention sur l'intérêt de regarder la concomitance des faits. On l'a vu à propos du début de la rébellion Houthi au Yémen par rapport à la création de Daesh. Mais il y a plein d'autres corrélation, concomitance, si je puis dire. L'intervention russe, elle n'apparaît pas au hasard, elle apparaît vraiment quand le réduit alaouite est en extrême danger. À ce moment-là, les Russes décident de l'intervention. Et ils annoncent depuis quelques jours le retrait d'une partie de leurs forces militaires. Mais est apparu autour de la table des négociations, en tout cas c'est une proposition de Lavrov, une nouvelle équipe d'opposants syriens en exil à Moscou, dirigé par M. Kadri Jamal, ex-vice-premier ministre, donc pas quelqu'un de neutre, de pouvoir de Bachar el-Assad, chassé par Bachar el-Assad en 2013. Donc c'est un véritable opposant, voyez-vous, il a été chassé. Donc, vous voyez, ces mouvements qui ne sont pas suffisamment mis en exergue, heureusement que vous êtes venus les observer ce soir. Et de même, entre chiites et sunnites, en Irak, il y a depuis quelques semaines des négociations importantes entre le pouvoir central irakien, donc Al-Abadi, Premier ministre, et les tribus sunnites du Nord, parce qu'elles sont clés. Il faut réussir ce découplage entre eux et Daesh, entre elles, ces tribus, et Daesh, pour pouvoir affaiblir Daesh stratégiquement et pouvoir reprendre Mossoul. Il faut réussir à tout prix ce découplement. Donc, ce qui veut dire que le pouvoir central chiite discute avec les sunnites du Nord. Et depuis quelques jours, qu'est-ce qui se passe? Les milices chiites irakiennes sont à Bagdad, avec donc un personnage connu, qui est le chef de l'armée du Mahdi. Donc les chiites sentent qu'effectivement il pourrait y avoir des concessions faites par le pouvoir central chiite pour les sunnites. Eh bien, les éléments les plus radicaux du pouvoir chiite en Irak, eh bien, se manifestent aussi. Mokhtar el-Sadr fait du sitting dans la zone verte à Bagdad. Donc on est dans les situations là aussi, donc vous voyez, d'équilibre et d'éléments qui interviennent au même moment. Donc hypothèse syrienne,
bien, on pourrait aller vers une partition. Hypothèse. Je ne dis pas du tout que cela se passera, mais les Russes pourraient ne pas s'y opposer, puisque si le pouvoir reste aux mains des Alaouites dans la zone alaouite, il n'y a pas de raison, et qu'ils ont leurs deux bases. Voilà. Donc, mais il est bien évident que les Turcs vont s'opposer absolument à toute autonomie des Kurdes syriens, parce qu'à ce moment-là, les Kurdes turcs. Voilà. Donc, reconduction, on pourrait finalement imaginer que Bachar ou son successeur, eh bien, finalement, représente le moindre mal pour garder l'équilibre. Ou bien une évolution. Est-ce qu'une approche systémique de type libanais, à savoir un président d'une confession, un premier ministre d'une deuxième confession religieuse, un président de l'Assemblée d'une troisième confession, pourrait recréer une unité syrienne? Bon. Créativité, proposition, je ne sais. En tout cas, pour ce qui concerne l'Iran, c'est une bataille essentielle. On l'a déjà évoqué. Si les Alaouites perdent le pouvoir, si effectivement Téhéran, les mollahs, ne peuvent plus avoir accès directement à la zone libanaise, c'est-à-dire le Hezbollah chiite, qui fait tant pour le maintien de Bachar el-Assad au pouvoir. J'aurais dû le mentionner déjà, mais j'en profite de le faire maintenant. Donc, le Hezbollah est un élément du dispositif essentiel de la politique étrangère iranienne. Donc, si ce cordon ombilical entre Téhéran, Bagdad, Damas et Beyrouth est coupé, c'est une situation très très périlleuse, interne pour l'Iran, qui devra reconnaître qu'effectivement ses partisans n'ont pas pu se maintenir au pouvoir. Donc voilà le grand tour que nous avons fait ensemble de 50 minutes. J'ai glissé, pardon monsieur le régulateur du temps, vers l'heure. Merci de votre attention.